Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal dans lequel nous recevrons ce soir Laure Bottaro. Le proviseur du lycée Albert Ier nous dévoilera comment s'organise la reprise progressive des enseignements en présentiel des élèves de son établissement. Nouvelle immersion ce soir dans les coulisses du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous ferons plus ample connaissance avec ces hommes et ces femmes de l'ombre qui contribuent au bon déroulement de cet événement. 2025, année record pour le Grimaldi Forum. Le bilan du centre de congrès et culturel est historique et 2026 s'annonce déjà tout aussi dynamique. Sylvie Biancheri sera notre invitée. Dans ce journal également, l'art du costume de scène dévoilé au grand public. Et puis un jeu de société made in Monaco qui promet de bons moments entre amis ou en famille. Nous ouvrons donc ce journal avec un dossier qui concerne les 840 élèves du lycée Albert Ier. Alors qu'ils ont repris les cours le 5 janvier en distanciel, le gouvernement princier et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports se sont mobilisés pour que cela perturbe le moins possible la vie scolaire des élèves. Dans quelques jours, les lycéens vont progressivement intégrer les différents sites mis à disposition. En attendant, depuis aujourd'hui, une partie des élèves du lycée Régnier 3 poursuit sa scolarité dans les locaux provisoires de l'ex-ISM quai Antoine Ier. Les lieux sont longtemps restés vacants. D'importants travaux ont été opérés, ce dans un temps record. Les détails de Christina Petit et Camille Caloni. Les élèves de BTS et les étudiants en DVG du lycée Régnier 3 ont pris possession aujourd'hui des locaux de l'ex-ISM situé au 10 bis quai Antoine Ier. Un site de 800 mètres carrés réparti sur 2 niveaux, resté inexploité pendant plus d'1 an et demi. Avant d'accueillir les élèves et prochainement une partie de ceux du lycée Albert Ier, d'importants travaux de rafraîchissement et de remise en conformité ont dû être menés dans des délais très courts. À partir du 29 décembre, nous avons initié ces travaux qui ont consisté à la fois à remettre en sécurité toutes les installations électriques, informatiques et détection incendie. Il a fallu également changer toutes les serrures pour mettre en sécurité les locaux. Nous avons changé tous les éclairages des parties communes. Nous avons également révisé le système de chauffage, ventilation et climatisation ainsi que les appareils sanitaires. Et plus particulièrement dans les salles, nous avons refait quasiment 1200 mètres carrés de peinture sur les murs. Nous avons mis en place des tableaux, des vidéoprojecteurs et puis sur la fin l'ensemble du mobilier, tables, chaises et ainsi qu'un gros nettoyage final qui nous a permis de terminer les travaux le vendredi 9 janvier comme prévu pour pouvoir les mettre à disposition depuis hier. En seulement 10 jours, le site a donc été entièrement réaménagé. Il compte désormais 15 salles de classe, dont une bibliothèque, 5 bureaux, une infirmerie, ainsi que des espaces dédiés à l'assistante sociale, aux conseillères d'orientation et à la psychologue. Un chantier express donc pour un coût estimé à ce jour à 100 000 €. Un nouveau cadre de travail que les étudiants se disent satisfaits d'intégrer à l'image de ce jeune en BTS, heureux de pouvoir étudier dans ces nouvelles installations. Moi, je suis très content d'être venu à l'ancien ISM, parce que ça fait actuellement 5 ans que je suis au lycée Régnier 3, et ça fait du bien de changer de locaux, de découvrir de nouveaux, et en plus on est entre BTS, donc on ne croise pas forcément les autres étudiants du lycée Régnier 3. Des lycéens ravis donc de leurs nouveaux locaux. Et concrètement, comment va se dérouler ce retour en classe pour les autres élèves, ceux du lycée Albert Ier? Pour le savoir, nous sommes avec le proviseur du lycée Albert Ier. Bonsoir Laure Bottaro. Bonsoir Émilie Rousseau. J'imagine que vous auriez espéré un début d'année plus calme, mais le mot qui règne aujourd'hui, c'est la réactivité ou l'adaptabilité. Tout à fait. On l'aurait aimé un petit peu plus calme, mais je trouve, et toutes mes équipes également, que la réactivité du gouvernement et des différents services du gouvernement a été fabuleuse. Il y a une solidarité incroyable. Je ne peux que remercier l'intégralité des services qui nous ont aidés, qui ont fait preuve de solidarité, et c'est dans ce sens-là, un très beau début d'année.
Oui, parce que la logistique est importante. Elle concerne 840 élèves. Ce qui vous a tous guidé dans sa mise en œuvre, c'est la volonté de préserver un environnement scolaire structurant. C'est ça. Il est important de garder, comme dit monsieur le directeur, un écosystème scolaire, de pouvoir les garder dans la confiance, dans le travail, dans la sécurité également. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'organisation mise en place autour des emplois du temps? Comment tout cela va se mettre en place? Alors, grâce à la solidarité, à l'investissement du Collège Charles III et du lycée Régnier III, nous avons pu mettre en place déjà un retour progressif en présentiel. Je m'explique. Les élèves des filières technologiques STMG, STI 2D ont pu rentrer à 8h ce matin en cours en présentiel pour une très grande majorité des matières en cours au lycée Régnier III. Ils les ont accueillis au sein de leur structure. Le travail effectué par les équipes, par le proviseur adjoint et toutes les équipes du lycée Régnier III est impressionnant. Il reste encore des lycéens qui ont recours à l'enseignement à distance? Oui, tout à fait. Au-delà des filières technologiques qui ont repris en présentiel au lycée Régnier III, nous avons les élèves des filières générales, première, terminale, mais également les élèves de seconde qui sont en distanciel pour l'instant. On a pu faire reprendre en présentiel 100% des cours d'EPS. Donc les élèves peuvent s'aérer, aller faire du sport avec leurs camarades. On a également, grâce au concours du Collège Charles III, pu mettre en place les contrôles en présentiel à la demande des enseignants dans des salles de classe. On a également mis en place des zones que l'on appelle les zones tampons, c'est-à-dire des zones où les élèves peuvent suivre les cours en distanciel, mais dans une structure scolaire. Les enseignants peuvent bénéficier de ça également. Pour bien recontextualiser, donc du coup, les lycéens ont été dispatchés sur 3 lieux différents, le Collège Charles III, le lycée Régnier III et l'ISM, c'est ça ? Alors, sur les structures de l'ISM, ce sont les élèves du lycée Régnier III qui y vont plus pour l'instant. Ils ont commencé ce matin. Ce sont les BTS qui viennent une partie de leur temps et les DCG, L2 et L3 viennent pour l'intégralité de leur emploi du temps. Quelles sont les perspectives pour les jours et les semaines à venir maintenant? Il y aura une montée en puissance du retour en présentiel? Oui. L'objectif, c'est d'arriver à faire reprendre 100% en présentiel après le 26 janvier. Mais concrètement, les lycéens font part d'une peut-être certaine inquiétude, peut-être les élèves de terminale qui passent le bac? Certains élèves ont fait remonter une petite inquiétude, mais il faut surtout qu'ils soient rassurés. On n'est pas dans des conditions Covid. On les fait sortir pour participer à des activités. On continue le contrôle continu. Ils ont des liens avec leurs enseignants. On les fait revenir mercredi pour passer les examens nationaux. Ils reviendront donc mercredi et jeudi après-midi pour pouvoir passer les examens que l'on appelle les examens PICS, d'évaluation des capacités numériques. C'est important de leur faire passer maintenant. Donc, en plus de la reprise en présentiel pour le contrôle continu, pour passer les examens qui sont nationaux comme PICS, on a prévu les séances Parcoursup, c'est-à-dire des séances entre nos élèves et notre conseillère d'orientation de manière à les orienter sur la plateforme et sur leur inscription Parcoursup. C'est très important pour eux, c'est quelque chose qui leur tient bien à cœur. Et on reste dans cette volonté de préserver un environnement scolaire structurant. Merci infiniment Laure Bottaro d'avoir été avec nous ce soir pour nous évoquer cette rentrée très particulière. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. Dans un tout autre domaine, nous nous étions glissés hier dans les coulisses des répétitions du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous vous proposons ce soir une mise en lumière des équipes de l'organisation de cet événement qui demande des mois de préparation. Il faut notamment gérer toute la logistique de l'acheminement des artistes puis de leur accueil sur place. Découvrons aujourd'hui les portraits de ces hommes et ces femmes de l'ombre dans ce reportage de Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Camille Caloni.
Pour les artistes et pour le public, le spectacle commence à l'ouverture du festival. Mais pour les équipes qui s'occupent de l'organisation de cet événement, c'est dès la fin de l'édition précédente que tout se met en marche. C'est une équipe resserrée autour de la princesse Stéphanie qui œuvre en coulisses pour faire venir à Monaco les plus grands artistes de cirque et faciliter leur travail pendant toute la durée du festival. On improvise en fait, c'est le cirque, on improvise tout le temps. On est là en fait pour accueillir les artistes au mieux que nous pouvons. S'il leur manque quoi que ce soit, on est là pour parer à toute éventualité, que ce soit une perte de valises. Nous avons l'accueil aussi avec nous qui nous aide beaucoup pour chercher des valises. Ils ont besoin de quoi que ce soit, de matériel. On répond toujours à leurs demandes. Si on peut le faire, on le fait bien évidemment. En coulisses, il faut aussi souvent improviser lorsqu'il est décidé d'améliorer le rendu d'un numéro en changeant la couleur d'une échelle par exemple, ou de trouver en quelques heures un câble indispensable au bon fonctionnement de l'un des décors. Ils viennent chez nous parce que c'est le plus grand festival du monde. Ils ont des attentes qui sont énormes. Ils donnent tout pour venir chez nous. Donc souvent, ils viennent avec plus. Et derrière, il faut le mettre en place. Et là, par exemple, le cas de ce problème-là, qui est un problème électrique, lui, il ne peut pas s'imaginer ne pas le faire. Sauf que ça ne fonctionne pas. Donc là, toujours trouver le compromis entre « ok, ça ne marche pas, mais on est conscient que pour toi, c'est très important et on va t'aider à trouver une solution pour ça, tout en respectant les règles en vigueur ici. Ce matin, par exemple, j'étais chez Leva Sud. Eux, ils vont nous fabriquer, par exemple, des câbles de levage. Tous ces gens-là qui nous connaissent et qui, au mois de janvier, sont sur le qui-vive parce qu'ils savent qu'à n'importe quel instant, on a besoin d'eux pour avancer dans le montage du festival parce qu'il y a des choses qui sont des routines et il y a des choses qui sont du live, comme on dit. Côté billetterie aussi, le téléphone ne cesse de sonner et s'il est possible d'acheter des billets pour le festival très tôt dans l'année, il y a toujours les retardataires de dernière minute et il faut gérer les groupes. Cette année, on a 200 groupes à peu près. On a pas mal de bus. Du coup, on est en relation avec Monaco Parking pour les bus, puisque c'est une grosse organisation pour les emplacements. Et on a une clientèle internationale, notamment beaucoup de groupes qui viennent d'Allemagne. Beaucoup. Et on en a pas mal aussi d'Angleterre. Un engagement au service d'artistes généreux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes avec beaucoup d'humilité et qui savent combien le Festival du cirque de Monte-Carlo est une formidable vitrine pour eux. Mon souvenir, c'était l'éléphant qui est venu dans mon bureau avec la famille Casselli apporter un panier de fleurs à la princesse dans mon bureau. Et ça, c'est un souvenir énorme. Et si vous n'avez pas encore vos places pour cette édition, il en reste quelques-unes. Vous pourrez les obtenir en vous rendant directement à l'accueil du festival sur place ou par Internet sur la billetterie en ligne. Vous le savez, le marché de la Condamine a fermé ses portes pour un vaste chantier qui devrait durer 13 mois. Pendant les travaux de restructuration, les commerçants seront installés sur la place d'Armes pour poursuivre leur activité et ce à partir du 15 janvier prochain. Mais le marché de la Condamine n'est pas le seul marché de la principauté. Celui de Monte-Carlo, par exemple, est désormais ouvert tous les jours. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Le marché de la Condamine se prépare à d'importants travaux. Pendant ce temps, le marché de Monte-Carlo reste ouvert tous les jours et accueille la clientèle avec ses étals colorés et animés. Je pense que ça va être une bonne chose, surtout pour les gens âgés. Comme ça, ils ont des sacs moins lourds à porter. Et si on est là tous les jours, ça serait pas mal. Je pense que c'est une bonne chose, rien qu'au niveau de l'échange social pour les gens. Merveilleux. Les gens s'arrêtent, discutent, n'achètent pas forcément, mais il y a un très bel échange. C'est mieux, ça c'est sûr. C'est mieux, pour qu'il y ait du mouvement. Si on est tout seul, c'est pas très, c'est triste. Voilà. Et que tous les jours ce soit ouvert. Oui, que tous les jours soient ouverts, c'est bien. Ça c'est bien. Il y a toujours des gens qui passent, qui sont en retard. J'ai déjà des clients de la Condamine parce que comme on est producteur et qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs en fait, j'ai des gens qui traversent tout Monaco pour venir m'acheter les fleurs. Donc je ne sais pas si ça va changer en fait parce que comme il reste quand même ouvert en bas, je ne sais pas si ça nous apportera des gens en plus ou pas, mais en tous les cas, oui, les gens traversent quand même Monaco quand ils ont besoin de fleurs, ils savent où nous trouver quoi, voilà. Monte-Carlo s'impose donc comme la destination incontournable du moment, offrant aux visiteurs un marché animé et vivant. 2025 aura été une année majeure pour le Grimaldi Forum qui a célébré son quart de siècle et qui aura également gagné en surface. Il entame cette nouvelle année avec dynamisme,
boosté par la confiance renouvelée de ses clients et de ses visiteurs. Bonsoir Sylvie Biancheri. Bonsoir Émilie. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce palpitante, mais avant cela, si vous le voulez bien, faisons un retour sur 2025, une année qui aura été intense et créative, marquée notamment par les 25 ans du Grimaldi Forum et puis son extension. Absolument, absolument. Une très belle année, 2025. C'est un beau cadeau d'anniversaire, des résultats très très bons, un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 17%. Comme vous l'avez dit, évidemment, elle s'explique en partie par l'extension que nous avons reçue en tout début d'année, que l'on a rempli à peu près à la hauteur de notre objectif, c'est-à-dire à peu près un tiers. Vous savez, il faut un peu de temps pour pouvoir optimiser définitivement et remplir l'extension qui est quand même 6000 m² de plus. Mais en effet, une très très belle année, de très belles manifestations accueillies qui, je pense, ont marqué un petit peu les esprits. Je commencerai par le BEF, bien sûr, puisque c'était un rendez-vous très important avec des chefs d'État et des personnalités et qui a permis vraiment de mettre en valeur la politique du souverain en matière de protection des océans. Et puis il y a l'exposition Couleurs que nous n'avons pas évoquée, ces instants culturels avec les ballets. Couleurs va d'ailleurs connaître un prolongement en Chine dans quelques jours. C'est une belle reconnaissance du savoir-faire des équipes du Grimaldi Forum. Oui, on est absolument ravis. Couleurs, comme vous le savez, ça fait partie des top 3 de nombre de visiteurs sur toutes les expositions qu'on a réalisées depuis l'origine. Donc, un très beau succès. Et puis, comme vous l'avez dit, vraiment une thématique d'exposition qui plaît, qui séduit également à l'international. Je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Et donc, voilà, on est très fiers de pouvoir annoncer qu'on renoue avec l'itinérance des expositions. C'est dès le mois de janvier, puisque Couleurs va aller à Beijing, au Mincheng Art Museum de Beijing, pour une exposition qui va durer jusqu'au 15 avril, qui va mettre en valeur cette belle coopération qui a été nouée avec le Centre Pompidou et le Grimaldi Forum. Renouer avec les itinérances, et cela participe également au rayonnement de la principauté. Maintenant, Sylvie Biancheri, que nous réserve 2026 ? Quels seront les temps forts de cette année ? Alors écoutez, si tout va bien, on est quand même dans un calendrier international, je crois que ça n'échappe à personne, qui est extrêmement, dans une actualité internationale qui est extrêmement secouée. Pour autant, si tout se passe bien, si rien ne change, l'année 2026 s'annonce historique, c'est-à-dire que on devrait faire mieux que 2025. On a déjà un carnet de commandes qui a été rempli à hauteur de l'objectif, et l'objectif a déjà été augmenté. Vous imaginez que ça présage une occupation du Grimaldi Forum sur l'année qui est vraiment extrêmement forte, avec beaucoup de très belles manifestations, et puis des manifestations aussi qui vont, là encore, je pense, rejaillir sur l'image de la principauté, puisque nous avons à nouveau Forbes qui nous fait le plaisir de revenir. On a la cérémonie de remise des étoiles Michelin. On a la Vuelta dont on accueille l'organisation, puisque la principauté accueille la Vuelta, donc le tour cycliste espagnol qui va partir de Monaco. On a la conférence des ministres du sport, donc à la fois un mélange de grands noms de l'industrie, de sociétés américaines, anglaises, françaises qui viennent en principauté au Grimaldi Forum, mais aussi de ces événements prestigieux. Ça, c'est pour les manifestations professionnelles. Alors, on a parlé des congrès, mais ça sera aussi une année culturelle très riche. Oui, alors on essaye toujours de garder notre politique culturelle qui est de présenter des choses qui séduisent le plus grand nombre. Alors il faut d'abord parler bien sûr de l'exposition estivale Monaco et l'automobile, un grand rendez-vous pour les amateurs d'automobile, mais je pense pas seulement, parce que véritablement c'est un sujet qui est traité de façon culturelle avec des véhicules historiques et iconiques de toute l'histoire de la course
courses automobiles, que ce soit en rallye, en Grand Prix, certains véhicules de concours d'élégance. Je crois que vraiment, c'est une séquence émotion, là encore. C'est une exposition qui va amener beaucoup de sensations pour un public qui est, à mon sens, plus large véritablement que les fans de l'automobile, qui bien sûr, eux, je pense, attendent ce rendez-vous et c'est normal. Mais je crois qu'on raconte beaucoup plus de choses dans cette exposition et puis plein d'expériences immersives également qui vont faire qu'elle peut s'adresser encore une fois au plus grand nombre, aux familles et même à des personnes qui ne sont un peu moins sensible à la course automobile parce que ça va être traité de façon extrêmement esthétique et très belle. Voilà. On pourrait également citer tous les concerts, les spectacles, les 40 ans voilà. de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. On fête d'ailleurs plein d'autres anniversaires, le 65e anniversaire du festival de télévision, les 20 ans des Sérénissimes de l'humour. Il y a beaucoup d'anniversaires cette année à fêter. Et puis, en termes de spectacles et de concerts, oui, alors de l'humour, bien sûr. On démarre avec Marine Léonardi en janvier, Nino Arial, les Sérénissimes de l'humour qui présentent un plateau de très grande qualité à l'occasion des 20 ans. Des concerts, David Hallyday, Jérémy Frérot, une comédie musicale, Le Comte de Monte-Cristo. Je pense qu'il y en a encore une fois pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les plaisirs. Et on rappelle à nos téléspectateurs que l'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site officiel du Grimaldi Forum. Merci infiniment, Sylvie Banqueri, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup, merci à vous. Bonsoir. Dans le reste de l'actualité, fort du succès de la première édition, la Direction des Affaires culturelles renouvelle son concours de photographie dédié aux 11-25 ans. Cette année, le thème choisi est le patrimoine en danger, à l'instar de l'édition 2025 des Journées européennes du patrimoine. Rendez-vous sur le site officiel du gouvernement princier pour prendre connaissance de l'ensemble des modalités. Les photographies retenues seront exposées sur les grilles des Jardins Saint-Martin d'avril à octobre 2026. Si vous êtes fan de jazz, le Monaco Jazz Chorus se produira sur scène vendredi 23 janvier à 20h30 au Théâtre des Variétés. Le concert sera dédié à la musique de McCoy Tyner, complice du célèbre saxophoniste et compositeur John Coltrane. Quand le tissu devient mémoire pour sa saison 2025-2026, l'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, propose un cycle de conférences pour explorer l'art du vêtement et de sa force créative à travers les siècles. Son dernier rendez-vous, lever le voile sur l'art du costume de scène, avec pour invité Delphine Pinassa, qui a été commissaire de plusieurs expositions en France et à l'étranger. Vanessa Dessy et Thomas Deus vous en disent plus. Sur scène, le costume ne se contente pas d'habiller. Couleurs, matière, coupe, chaque détail dialogue avec la mise en scène et accompagne le jeu de l'artiste. Le costume devient alors un langage à part entière, capable de renforcer une émotion. On peut dire que le costume de scène, c'est à la fois un élément de narration, de dramaturgie. On dit aussi que l'acteur, le chanteur, le danseur enfile son personnage quand il enfile son costume. Et il est bien évident que ce costume, même s'il a été conçu par quelqu'un d'autre, il participe justement à un ensemble global d'un spectacle. Il réunit différents arts. Et donc c'est à travers justement son esthétique, mais aussi ses symboles, que le public, mais aussi l'acteur, va pouvoir justement faire passer plusieurs messages. Pièces uniques et souvent délicates, les costumes de scène posent un véritable défi. Leur conservation exige des savoir-faire précis. Exposés, étudiés, parfois réinterprétés, ils continuent de raconter l'histoire du spectacle vivant, un patrimoine fragile à protéger et à transmettre. Il faut savoir que nous, une fois que les costumes rentrent dans notre musée, rentrent dans les collections, ils ne vont plus être reportés, évidemment. On a des réserves qui sont vraiment, heureusement, assez récentes et donc j'irai vraiment aux normes et à la pointe justement de toutes les conditions, que ce soit l'hygrométrie, que ce soit l'éclairage et les conditions de conservation. Ces costumes sont conditionnés soit à plat s'ils sont vraiment trop lourds, trop fragiles, soit sur cintre s'ils peuvent supporter la position verticale, donc la pesanteur. Et puis on a une équipe justement qui est chargée de cette conservation avec des restaurateurs extérieurs en cas de nécessité et un grand soin leur est apporté pour qu'effectivement ils puissent être montrés et valorisés auprès du public lors d'expositions.
Au-delà du tissu et des formes, le costume apparaît comme un art à part entière, un témoin du spectacle vivant. À Monaco, cette conférence invite à mieux comprendre un savoir-faire discret, mais essentiel entre création, mémoire et transmission. Un mot de sport et du football. Avec la Coupe Gambardella, les Monégasques se sont qualifiés pour les 16e de finale de la compétition en battant Saint-Etienne 4-1 dimanche. Et ils connaissent déjà leur futur adversaire. Il s'agit de l'OGC Nice qu'ils retrouveront le 1er février pour un derby de la Côte d'Azur. En principauté, nous ne manquons pas d'esprit créatif. La preuve en est avec ce nouveau jeu de société Made in Monaco. Il s'appelle La Traque de Wendigo et il est signé par le studio Dare to Wall. Nous avons rencontré ses concepteurs avec Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Vous êtes dans la peau d'un explorateur à la recherche de reliques sur une île inconnue, mais attention à l'ennemi, le Wendigo, cette créature qui cherche à dévorer les intrus. La traque du Wendigo, c'est le nom de ce tout nouveau jeu de plateau. À chaque fois que ce sera à quelqu'un de jouer, en gros, il va d'abord lancer le dé noir qui va lui permettre simplement de déplacer le Wendigo, puis ensuite lancer le dé blanc qui va lui permettre de se déplacer lui-même. Il va falloir se déplacer jusqu'au temple. Quand on arrive au temple, on récupère une relique et avec cette relique, on est censé retourner jusqu'à la berge. Et l'équipe qui réussit à faire ça réussit la partie. Une idée conçue par 3 amis fans de jeux de société. Depuis leur studio à Monaco, ils créent de toutes pièces chaque produit. Nous réalisons notre propre matériel, donc que ce soit en imprimante 3D, pour tout ce qui est les dés, les pions, du Wendigo au pion des joueurs. Et pour ce qui est des cartes et du plateau, nous faisons appel à un imprimeur externe. L'identité vient autour du Wendigo, qui est la star du jeu. Normalement, c'est une créature qui est beaucoup plus horrifique et adressée à un public adulte, là où nous avons voulu l'adresser à un public jeune, que ce soit enfant, adolescent en plus. Pour ce jeu de société, les concepteurs ont imaginé tout un univers à travers différentes inspirations. On a par exemple le Wendigo qui est une inspiration nord-amérindienne, d'une créature très proche du loup-garou qui tourne autour du folklore de si quelqu'un est cannibale, il est condamné à devenir cette créature. Tout l'univers, c'est une sorte de autre planète avec beaucoup de fantaisie dedans, avec tout ce truc de différents empires, différents états. Un univers qui sera étendu via d'autres produits dérivés. Un roman est en préparation pour venir compléter la traque du Wendigo. Et vous pouvez d'ores et déjà vous procurer ce jeu Made in Monaco à la bouquinerie ou au Chaquilouche à Beau-Soleil. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre météo suivi du 4e épisode de votre magazine Le Cinéma au fil des saisons présenté par Fabien Bonilla et Vincent Vatrican. Les photos de fin de JT de Manuel Vitali vous plongent dans l'univers du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, comme aujourd'hui, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Un voile nuageux qui devrait se dégager en deuxième partie de journée. Et un vent calme mais frais toujours présent. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés. Demain, mercredi 14 janvier, nous fêtons les Nina. Et comme chaque mardi, en partenariat avec la Société Monégasque des Eaux, nous vous donnons quelques indicateurs sur notre consommation. Cette semaine, les sources de Monaco ne couvrent que 25 à 50% de notre consommation, des données qui doivent nous encourager à adopter les bons gestes pour économiser l'eau.